Donc avec Guillaume, on va se présenter. Donc Antoine Biron, chargé de mission à KLRL Santé, sur deux thématiques. Donc principalement celle qui nous concerne aujourd'hui sur l'expérience patient, le partenariat, l'engagement des patients. Et la deuxième thématique sur la certification. Donc ça va nous permettre également de faire le lien avec les rapports de certification. Et pour cette partie-là, je suis accompagné de Guillaume. Bonjour à tous, je suis Guillaume Mabilou. Donc je suis statisticien à KLRL Santé et je m'occupe entre autres voilà, des campagnes d'évaluation et donc plus particulièrement du développement des outils et des analyses derrière qui en découlent avec les données que l'on recueille, donc notamment pour cette campagne régionale. Alors dans la salle, on a affiché 2 A3 sur lequel vous avez des QR codes pour récupérer les documents qui nous ont servi à élaborer la journée d'aujourd'hui. Donc il y a 3 documents issus de l'IFEP. Peut-être que vous connaissez déjà, dont un qui parle du lien avec la qualité des soins et l'expérience patient, un qui fait le lien avec qualité des soins, avec expérience patient et QVT, et le troisième sur pourquoi il faut faire de l'expérience patient dans les établissements. Et au niveau de KLRL Santé, la ressource qu'on met à disposition, c'est un calibule qu'on a sorti en 2022 sur l'engagement du patient dans les démarches qualité, gestion des risques et expérience patient. Donc ce qu'on a prévu après la partie de présentation des résultats avec Guillaume, on va vous faire réfléchir avant la pause déjeuner sur 2 questions. La première, on la fera avant le repas du midi. Donc on distribuera des post-it que vous pourrez apporter des réponses par rapport à la question qu'on va vous poser. Et cet après-midi, après la table ronde et l'expérience suisse, belge et guadeloupéenne, nous vous donnerons un deuxième jeu de post-it sur une deuxième question pour justement compléter, et on vous dira à l'issue de la journée qu'est-ce qu'on va faire de ces fameux post-it avec les établissements de la région. Par rapport à la campagne qu'on vous a proposée cette année, c'était vraiment une campagne sur comment les établissements peuvent évaluer leur degré de maturité en matière d'expérience patient. On n'était pas parti sur une campagne comment vous proposer un outil pour recueillir l'expérience patient, puisque, comme le disait Noémie, on considère que la mise en place de l'expérience patient commence par une ligne claire de la direction, du management, qui s'engage vers l'expérience patient et du coup qui engage l'ensemble des professionnels et des services. Donc on était vraiment là sur une campagne pour que chacun puisse évaluer son propre degré de maturité. Et les objectifs secondaires qui sont apparus, c'est que, au travers de cette campagne, les établissements puissent s'engager dans cette notion de démarche d'expérience patient ou poursuivre l'engagement, puisque les établissements, depuis longtemps, s'engagent également dans cette démarche. Donc c'est à la fois un double objectif opérationnel. Pour certains établissements, ils s'engagent dans cette campagne, enfin, ils s'engagent dans la démarche d'expérience patient, et d'autres, ils poursuivent leur engagement. Et l'objectif Guillaume vous montrera les résultats globaux régionaux, mais vraiment l'objectif c'était que les établissements puissent introduire le sujet dans leur établissement et pas forcément avoir un résultat chiffré, un score de maturité, mais permettre de promouvoir cette démarche d'expérience patient et de travailler avec les professionnels, la direction et les patients et représentants d'usagers. Évidemment, comme c'est une campagne régionale, ça permet aussi aux établissements de se positionner dans le contexte régional, mais vous inquiétez pas, tout le monde est dans un mouchoir de poche et il n'y a pas vraiment de choses qui peuvent ressortir. Et puis également, comme dans toute démarche projet, l'intérêt c'est qu'à l'issue de la campagne, vous avez votre rapport de campagne et qui vous permettent d'élaborer en CDU ou en CVS un plan d'amélioration en lien avec la démarche d'expérience patient. Alors sur le périmètre, on a été très, très large. On l'a proposé à l'ensemble des établissements adhérents de KLRL Santé, donc à la fois les établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc on avait une base de 860 structures qui pouvaient répondre à l'enquête. Et on était également parti d'un principe, un établissement égale un autodiagnostic. Alors une petite particularité pour les établissements centres hospitaliers qui avaient une activité sanitaire et médico-sociale, on leur proposait qu'ils pouvaient remplir un questionnaire pour la partie sanitaire et un ou plusieurs questionnaires pour la partie médico-sociale. Comme toutes les campagnes, c'était une campagne, une participation volontaire. Et quand on a fait le webinaire de lancement en février, on a vraiment accentué ce fait que
Pour que la campagne puisse se déployer dans les établissements, il fallait un engagement commun, à la fois de la CDU ou du CVS, en fonction de l'activité sanitaire ou médico-sociale, de la direction, et puis également de la représentation médicale. Dans le détail de cet autodiagnostic, donc il y a deux grandes parties. Il y avait deux grandes parties. Une partie améliorer l'expérience patient, et puis une partie manager l'expérience patient. Sur la partie améliorée, il y avait 29 items. Sur la partie manager, 25 items. Et on avait ce qu'on a appelé 10 dimensions qui ont été explorées au travers de ce autodiagnostic. Donc sur la partie améliorer l'expérience patient, on avait une dimension sur le recueil du vécu. Voilà, comment l'établissement facilite ou non le recueil du vécu. Comment on analyse ensuite ce vécu. Comment on améliore l'expérience patient. Voilà, on a recueilli l'expérience, qu'est-ce qu'on en fait in fine. Comment on applique les équipes et les patients. Et enfin, comment on évalue les actions qui sont mises en place à l'issue de l'autodiagnostic. Et sur la partie management, avec 25 items, on avait également 5 dimensions. Une dimension sur comment la direction s'implique dans cette démarche d'expérience patient, quel est son positionnement stratégique et qu'est-ce que l'établissement a envie de faire de cette démarche d'expérience patient et des résultats qui en aboutissent. Une partie également intéressante sur l'allocation de ressources. Quelles sont les ressources matérielles, humaines, logistiques que l'établissement met à disposition des équipes pour s'engager dans cette expérience patient. Et puis également sur les deux dernières dimensions, comment on communique sur l'expérience patient, voilà, comment on la promeut dans l'établissement, comment l'établissement peut, enfin comment les professionnels et les usagers peuvent s'en saisir, et puis également, comme dans le modèle de Shortest, sur la dernière brique sur la culture, comment on peut mobiliser les équipes autour de cette expérience patient. Et sur ces 54 questions, on avait une échelle de cotation à 4 niveaux, avec quelle est du pas du tout, plutôt non, plutôt oui et tout à fait, qui permettait justement de scorer les différentes réponses. On a également repris le score de maturité de l'IFEP. Donc il y a 6 briques et on l'a dessiné sous forme d'escalier. Donc Guillaume vous expliquera pourquoi on l'a dessiné sous forme d'escalier et non pas linéaire, comme vous avez pu voir dans vos rapports que vous avez édités. Donc on l'a fait sous forme d'escalier, donc je ne vais pas en dire plus, il y a 6 niveaux. Le niveau, l'établissement, une fois qu'il a rempli son diagramme de maturité, son diagnostic, pardon, il a un score sur 20. Et donc le score est découpé en 6 briques. Entre 0 et 5 exclus, on est plutôt dans un stade de maturité libellé ignore. Entre 5 et 7, on est plutôt sur explore. 7 et 9 sur mobilise. 9 et 12 opérationnalise. 12 et 17 aligne. Et entre 17 et 20 intègre. C'est-à-dire que la démarche d'expérience patient est intégrée aux pratiques et c'est plus quelque chose de naturel qui vient au fil de l'eau. Donc Guillaume vous expliquera un petit peu cette histoire d'escalier avec des marges qui sont beaucoup plus importantes quand on arrive au bout de la démarche. Alors sur le groupe projet, donc comme je vous disais, un autodiagnostic par établissement ou par secteur d'activité. Et pour que les établissements puissent faire cet autodiagnostic, on a proposé un groupe projet avec une composition un peu préconisée, avec des membres de la CDU, du CVS, pour avoir le regard patient, résident, usager, des représentants de la direction, puisque c'est une démarche avec une stratégie organisationnelle, des représentants de la communauté médicale, paramédicale et socio-éducative, et puis des représentants des différents services, et puis bien entendu des usagers issus d'associations, des patients partenaires, et puis également toutes personnes qui sont identifiées expérience patient dans leur établissement. Et on est également dans la conduite de projet qu'on vous a proposé, c'est que l'autodiagnostic pouvait être rempli individuellement par chaque membre du groupe projet, pour que chacun puisse, de manière sereine et individuelle et isolée des autres du groupe, puisse répondre, moi en tant que RU, je vais répondre telle ou telle chose aux questions. Moi en tant que directeur, je vais répondre telle ou telle. Et donc chacun individuellement réfléchissait à
aux réponses qu'ils pouvaient apporter à l'autodiagnostic. Et dans un second temps, le groupe projet se réunissait et de manière collégiale, pour les 54 questions qui sont passées en revue, chacun disait, enfin on pouvait avoir une réponse collégiale. Donc là, on était sur la première partie du petit diagramme de 4 parties. Donc partie 1, au niveau du groupe projet, tous les participants ont pu échanger autour de l'autodiagnostic et apporter une réponse collégiale, puisqu'on était parti du principe, un autodiagnostic, un établissement. Alors, la campagne s'est finie très récemment, donc là vous êtes en train d'éditer vos rapports, donc vous êtes peut-être pas certains encore dans la phase analysée, mais une fois que le séminaire sera passé, vous aurez le temps d'analyser les réponses que vous avez apportées à votre autodiagnostic, et puis également, comme on est dans une démarche projet, préparer un plan d'action, et on espère que la journée d'aujourd'hui va pouvoir vous donner des pistes de réflexion, de mise en place dans vos établissements, en plus des pistes qui émaneront de vos établissements. Et puis ensuite, comme c'est une démarche qui demande à ce que les professionnels soient mobilisés, qui demande à ce que les usagers aient connaissance, qu'ils puissent donner leur expérience pour améliorer la qualité des soins et la prise en charge, il est important également que le plan d'action, les actions qui vont être mises en place et les résultats de l'autodiagnostic puissent être présentés aux instances classiques CME, CDU, CVS, mais également au plus proche du terrain, auprès des équipes, pour que chacun puisse s'emparer du sujet et de dire l'expérience patient, c'est tout le monde et c'est pas uniquement réservé aux qualiticiens, aux personnes qui sont estampillées expérience patient ou à la direction, mais c'est vraiment tout le monde. Et pour pouvoir mobiliser le plus grand nombre, que ce soit usagers, patients, résidents, et mobiliser les professionnels des établissements, c'est de pouvoir présenter les résultats et le plan d'action et proposer aux professionnels de s'investir dans ce plan d'action pour justement poursuivre et engager l'établissement dans cette démarche d'expérience patient. Alors un petit point sur le calendrier. Donc effectivement, le calendrier était un petit peu resserré par rapport à ce qu'on a l'habitude de proposer à Kelly Santé. Mais en fait, on avait eu une opportunité sur ce premier semestre, deuxième trimestre 2024. Et on s'est dit, c'est maintenant qu'il faut qu'on lance la campagne. En fin d'année ou l'année prochaine, on sera un peu en décalage par rapport aux autres travaux qu'il y a, et on s'est dit c'est maintenant ou jamais, et on a quand même 42 établissements qui sont engagés dans la campagne. Donc Guillaume vous donnera précisément la répartition géographique par statut, etc. Mais on a quand même 42 établissements qui sont engagés dans la campagne, et à l'issue de ce séminaire, on va communiquer sur les résultats. Comme dans toutes les campagnes de KLRL Santé, l'outil d'autodiagnostic sera disponible à l'ensemble des établissements adhérents. Donc certains établissements nous ont dit c'est un peu trop tôt pour nous, mais plutôt septembre. Donc voilà, chacun après va pouvoir s'engager dans cette démarche d'expérience patient. Donc on a lancé le webinaire le 20 février 2024 avec engagement des établissements jusqu'au 15 mars. Et en gros, vous aviez 2 mois pour lancer la campagne, communiquer, diffuser les autodiagnostics auprès des membres du groupe projet, réaliser votre rencontre du groupe projet et saisir votre résultat consensuel pour la campagne. Donc, certains établissements présents aujourd'hui se sont ratés juste avant l'étape collégiale. Donc, les résultats individuels sont saisis, il leur reste l'étape, d'autres ont fait l'étape collégiale. Voilà. Donc, la saisie des données, c'était jusqu'à il y a 15 jours, et puis aujourd'hui, on va pouvoir échanger sur les résultats, et en fin de journée, on vous présentera le plan d'action KLRL Santé sur, on a fait la campagne régionale, on a des résultats régionaux, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer pour les établissements et avec les établissements sur cette démarche d'expérience patient. Et là, je vais laisser la parole à Guillaume qui va vous donner plus en détail les différents résultats. Merci Antoine. Comme on l'a dit précédemment, de toute façon, on ne va pas se formaliser énormément sur les chiffres, hein, c'est pas le but ici. Mais bon, vous avez eu de toute façon de votre côté, chacun d'entre vous, les établissements participants, la possibilité de télécharger votre rapport sur le diagnostic final, et donc avec les notes que nous allons vous présenter, les différents stades. Et donc ça permet aussi d'avoir un moyen de se positionner un peu par rapport au panel régional qui a participé.
Donc c'est quand même intéressant dans un premier temps de voir la participation. Donc Noémie et Antoine ont spoilé un petit peu déjà, mais donc en tout et pour tout, nous avions effectivement 42 établissements engagés dans la campagne. Bon, finalement, à l'heure actuelle, pour cette restitution, 32 établissements ont été inclus dans les résultats, puisque certains établissements n'ont pas pu terminer à temps, sont encore en cours. Bon, c'est pas un souci, chacun fait la campagne à son rythme, mais non. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, il était nécessaire de regrouper ceux qui avaient participé et bien finaliser leur diagnostic, donc ce qui représente 32 établissements, et donc un total de 55 sites, on va dire. C'est-à-dire que voilà, un établissement une structure pouvait s'engager sur différents sites, notamment sur les grosses structures qui avaient un côté sanitaire et un côté médico-social, ou voilà, les groupements, etc. Donc en termes de secteur, finalement, on retrouve un peu de tous les statuts, enfin c'est pas le secteur, le statut, pardon. Donc avec une majorité d'établissements publics, du privé à 19% et du statut dit associatif à 28%. Au niveau géographique, donc régional, donc on a une répartition bien sûr sur l'ensemble des départements des Pays de la Loire, avec 26 sites identifiés dans le département de la Sarthe, sachant que le GHT 72 était particulièrement engagé dans cette campagne, puisque l'ensemble du GHT a participé à cette campagne d'évaluation. Donc voilà, sinon on retrouve des 14 établissements en Loire-Atlantique, 6 en Vendée, 6 en Maine-et-Loire, 6 en Mayenne et 3 en Vendée. Au niveau du secteur, donc cette fois-ci c'est bien le secteur, donc on retrouve, et on l'a dit tout à l'heure, une majorité également d'établissements du secteur sanitaire, donc avec 56% des établissements qui étaient issus du secteur sanitaire, ce qui représente finalement entre un quart et un tiers des établissements de la région Pays de la Loire. Donc une bonne participation au niveau sanitaire, également une bonne participation au niveau médico-social, avec 42% d'établissements qui étaient identifiés sur ce secteur. Voilà. En termes de participation, ce qui est plutôt une très bonne participation, voilà, si on peut comparer avec d'autres campagnes qu'on mène, on se retrouve quand même avec un bon panel ici pour la région Pays de la Loire. Donc si on va un peu plus, si on s'intéresse un peu plus aux résultats en tant que tels sur l'expérience et donc patient, et donc du questionnaire de l'autodiagnostic qui était passé au sein des établissements en collectif. Donc, comme l'a présenté Antoine tout à l'heure, l'IFEP a développé donc une échelle de score de stade de maturité, donc qui se situe de 0 à 20. Donc c'est un score, finalement, une note que chacun d'entre vous a pu découvrir à l'issue de la complétude du rapport. Et donc cette note de 0 à 20 est donc divisée en plusieurs stades de maturité, donc qui va de ignore à intègre, et vous voyez que intègre est symbolisé par voilà, c'est la lune, tout simplement parce que intègre signifierait finalement que la question ne se pose plus, en fait, c'est bien intégré, et donc le sujet est, voilà, il n'y a plus vraiment de sujet finalement autour de l'expérience patient. Et donc on voit finalement, donc là vous voyez la répartition sur les différentes colonnes des nombres d'établissements qui ont atteint les différents stades. Et donc finalement on se rend compte que une bonne majorité des établissements à l'issue de leur diagnostic final se retrouvent dans les deux premiers stades, c'est-à-dire ignore ou explore. Et que finalement atteindre les stades supérieurs devient de plus en plus difficile, avec un seul établissement qui a pu atteindre le stade de maturité aligné, c'est-à-dire entre 12 et 17 sur 20.
Donc là, Antoine en a parlé un petit peu tout à l'heure. Enfin, voilà. Il faut savoir que cette échelle n'est pas symétrique. C'est une échelle asymétrique, tout simplement parce que le système de cotation était asymétrique. Et donc, il faut savoir là-dessus, donc vous pourrez le vérifier dans vos rapports, que sur les différents items qui étaient questionnés pour le collectif, le fait de mettre autant de moins que de plus, finalement, revient à avoir une note de 6 sur 20 au bout du compte. Donc avoir autant de plus que de moins, avoir 6 sur 20, finalement, ça serait plutôt la moyenne en fait. Et donc du coup, on atteint ce stade moyen de maturité régionale qui est de 6 sur 20. Et non pas 10 sur 20 comme on pourrait en temps normal sur une moyenne. Là non, c'est plus 6 sur 20. Donc vous voyez qu'il y a une asymétrie justement dans ce système de cotation qui fait que naturellement on va avoir les stades, les premiers stades plus représentés que les autres. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que le fait d'être en Explore n'est pas bon. Au contraire, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà amorcées et donc en développement. Donc voilà pourquoi on a un peu un aspect un peu tiré vers le bas, mais finalement qui s'explique par ces systèmes de cotation. Pour rentrer dans le détail, juste si vous avez vos rapports sous les yeux, donc le système de cotation allait de moins à plus, qui va de en gros jamais à systématiquement. Le moins coûtait 0,5. Ensuite on avait le moins qui était à 1, le plus qui était à 2 et le plus à 4 en fait. Et donc on se rend bien compte que le fait de mettre plus, ce qui correspond à plutôt oui ou fait réaliser souvent, finalement c'est 2 sur 4, ce qui est voilà, la moyenne. Je passe pour être un peu plus précis sur les deux chapitres qui étaient abordés sur cette échelle. Donc là, on va aller de manière un peu plus micro. C'est-à-dire que le stade de maturité, finalement, était la moyenne de ces deux scores. Donc le score amélioration de l'expérience patient, qui était composé de 29 items, et du management de l'expérience patient, qui était composé de 25 items. Et donc, on retrouve encore une fois cette moyenne par chapitre, on va dire. Et donc, on se retrouve avec le premier, donc sur vos rapports, c'est les deux radars finalement que vous avez en première page. Et donc, sur le premier, amélioration de l'expérience patient, on se retrouve avec un score autour de 7,5 sur 20. Et pour le management, et ça sera assez systématique, on a regardé un peu dans le détail sur tous les rapports, systématiquement, on se retrouve avec un score de management et de l'expérience patient en deçà du premier sur l'amélioration de l'expérience patient. Donc au niveau régional, on se retrouve à 5,8 sur l'échelle. Donc voilà, d'où notre moyenne ensuite autour de 6 sur le stade de maturité. Donc si on va un petit peu plus encore en détail au sein de ces deux scores, donc on a pour l'amélioration de l'expérience patient, donc qui est le premier radar. Ce premier radar se divise en 5 5 sous-chapitres, on va dire, que Antoine vous a montré tout à l'heure. Donc on a le recueil du vécu, l'analyse du vécu, l'amélioration de l'expérience patient, l'implication des équipes et des patients, et l'évaluation des actions. Et donc finalement, dans ce score-là, on se retrouve surtout avec le recueil du vécu, l'analyse du vécu et l'amélioration de l'expérience patient qui obtiennent les scores les plus favorables, donc les dimensions les plus développées, on va dire. Ensuite, pour les dimensions les moins développées, ça va être finalement toutes les autres, qui donc notamment sur l'amélioration de l'expérience patient, on voit des notes un peu plus faibles sur l'implication et sur l'évaluation des actions.
Et pour, on l'a vu tout à l'heure, mais pour le management, là, c'est l'ensemble des 5 notes qui sont plus faibles dans l'ensemble, avec l'implication, le positionnement stratégique de l'expérience patient, les allocations des ressources sur l'expérience patient, la communication et la mobilisation des équipes. Donc finalement, si on veut résumer ça en chiffres et pour que vous puissiez vous positionner avec les radars que vous aviez sur vos rapports individuels, on se retrouve avec cette synthèse. Donc là, on ne voit pas très bien l'échelle du radar, mais elle est bien là. Vous le verrez ensuite, je pense, sur le diapo quand il sera partagé. Mais en gros, donc on se retrouve avec ces 5 scores. Donc pour l'amélioration de l'expérience patient et pour le management. Donc pour l'amélioration, c'est la couronne bleue. Et pour le management, la couronne verte. Et donc on le voit bien effectivement que la couronne verte est plus réduite que la bleue. Et donc avec l'ensemble des 5 notes à chaque fois attribuées pour construire ces scores-là. Et donc vous voyez effectivement que les notes les plus basses sont systématiquement celles du management avec ici le score 4 et 5 pour le management qui sont les plus faibles, qui correspond à la communication sur l'expérience patient et la mobilisation des équipes. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec votre rapport, vous pourrez du coup superposer pour voir là où il y a peut-être des marges de manœuvre par rapport à la photographie qui en est faite des Pays de la Loire. Mais voilà, c'est ce que l'on retrouve sur le panel des 55 donc, du coup, sites qui ont finalement participé. Voilà, je vais laisser la parole. Ouais. On vous propose déjà de faire un petit temps de questions-réponses par rapport à ces résultats. Et peut-être, Ama, avoir ton regard sur ces résultats. Comme l'expliquait Guillaume, on a une graduation de maturité qui pourrait nous sembler d'un premier abord assez décevant. Mais quand on creuse un peu plus, on se rend compte que on a quasiment un tiers des établissements de santé de la région qui sont engagés. Donc déjà, s'engager, c'est monter sur la première marche et c'est être en action. La majorité des établissements sont sur une approche d'ignorance ou d'exploration du sujet. Et on a quelques établissements qui mobilisent, opérationnels, voire alignent. Ces résultats te surprennent-ils? Est-ce qu'ils sont cohérents avec tous les enjeux que tu as pu partager? Et est-ce que vraiment c'est viser la Lune que de zoomer sur l'intégration de l'expérience patient dans les pratiques institutionnelles? Alors, c'est une bonne question. À vrai dire, moi je ne vois pas les choses sous cet angle-là. C'est-à-dire que c'est la première expérience que nous faisons à une échelle régionale et de voir donc la distribution des auto-évaluations, parce qu'il s'agit bien de ça, hein, c'est la perception que vous avez, et on ne l'a peut-être pas suffisamment rappelé, la perception que vous avez confrontée au référentiel que nous avons élaboré. Et donc ça veut dire que globalement, quand on voit ça, vous avez été honnête, vous avez été lucide sur où vous en étiez aujourd'hui. Et en même temps, moi, je ne suis pas surpris par ces résultats parce que c'est aussi la vision qu'on peut avoir des établissements avec lesquels nous avons échangé de façon plus approfondie sur la base de ce modèle. Et donc, voilà, on voit qu'il y a un mouvement. Et ce qui est important, c'est bien sûr la photo au départ, mais c'est aussi de manière dynamique où on va. Parce que je pense que la première vertu de ce modèle, c'est d'éclairer sur le chemin à accomplir. Et donc, quand on a cette première vision, ce premier diagnostic, on peut se dire, pour progresser, pour se rapprocher lentement mais sûrement de la Lune, si c'est ça l'objectif, voilà comment on pourrait s'y prendre. Voilà sur quel sujet on devrait travailler. Et voilà, je ne veux pas commenter tout de suite et en détail, mais on a bien vu qu'il y avait une différence, par exemple, entre manager et les pratiques d'amélioration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe clairement des choses sur le terrain, dans les équipes, sur le recueil, sur l'écoute. Et en même temps,
tout cela se fait de manière peut-être un peu spontanée, empirique, sans qu'il n'y ait véritablement de structuration d'une démarche à une échelle peut-être plus stratégique et institutionnelle. Donc, on pourrait se dire le verre à moitié vide. Moi, j'ai envie de regarder le verre à moitié plein. C'est une bonne chose que l'initiative soit peut-être davantage sur le terrain, sur la partie plus opérationnelle, et que le management de l'établissement n'ait qu'à, quelque part, structurer, s'en saisir, et que ce ne soit pas, comme c'est trop souvent le cas, une injonction nouvelle qui vient d'en haut et qui viendrait s'imposer aux équipes. Donc là, il y a un équilibre à trouver, et je pense qu'on a, à travers ces résultats, plutôt des signes encourageants. Donc, voilà. Et puis je voulais signaler que si on avait, en début de session, pris un petit peu de temps pour se caler, c'est parce qu'il y a mon collègue Pierre Dems, qui est également un des artisans de ce modèle, qui doit être quelque part en ligne. Et il peut aussi partager avec vous ses commentaires, parce que je crois qu'il a entendu une bonne partie des propos. Mais bon, voilà, peut-être dans l'interaction avec vous, il pourrait être partie prenante. Et juste avant de laisser la parole aux participants, une autre petite question, parce qu'on voit bien que dans les résultats qui ont été présentés par Guillaume, si on fait le parallèle avec le modèle de Shortel, en disant il y a quand même une vision stratégique et un accompagnement des équipes à avoir, on a la sensation, enfin nous on a regardé quand même un petit peu les résultats, que les initiatives sont davantage ciblées sur l'outillage. C'est-à-dire qu'on a commencé à outiller, mais on n'a peut-être pas imaginé que l'expérience patient, c'était pas qu'un questionnaire, c'était pas que de l'intégration de récits de patient, c'était une vision beaucoup plus systémique que ça au niveau de l'établissement. Est-ce que tu partages ce constat? Est-ce que c'est des constats qui sont partagés dans d'autres expériences d'établissements de France ou d'ailleurs? Oui, c'est très important ça. Tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le fait que la notion d'expérience, elle était transversale, elle était intégrative, et donc notamment la dimension clinique, enfin des choses que j'ai dites tout à l'heure. Donc là, dans les résultats, effectivement, on pourrait avoir en première lecture une vision peut-être très instrumentale de l'expérience patient. C'est peut-être effectivement là où on en est aujourd'hui, parce que toute la partie du début sur les pratiques d'amélioration, elle porte sur est-ce qu'on écoute, est-ce qu'on a des questionnaires, etc. Et donc ça existe. Mais l'ambition, évidemment, elle est beaucoup plus large. Et si une majorité d'établissements, encore une fois, n'en est qu'au début aujourd'hui, on voit bien que le chemin à parcourir, c'est d'aller dans une vision beaucoup plus intégrée. C'est comme ça qu'on l'a figuré en termes d'objectifs, et de faire du lien entre tous les acteurs. La personne qui est aux achats, elle peut aussi bien participer à une meilleure expérience pour les patients. La pharmacie, qui est le plus souvent dans les sous-sols hospitaliers, elle participe aussi à l'expérience des usagers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, dans la gouvernance même de la démarche expérience patient, savoir mobiliser un échantillon assez vaste, assez transversal de contributeurs pour que la démarche puisse s'ancrer dans l'organisation, dans la culture de l'établissement. Et ça, c'est vraiment un point majeur, parce que on est encore loin du stade où l'expérience patient ne serait plus un sujet, où elle serait une compétence intuitive, naturelle et spontanée. Je crois qu'on est encore à un stade où l'enjeu, c'est de construire des consensus à l'échelle de l'ensemble de l'organisation pour faire progresser la démarche. Merci Ama. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Alors, il y a Pierre, qu'on peut peut-être entendre. Maintenant, on te voit, Pierre. Est-ce que... Alors, non, on ne t'entend pas encore. Ah, ça y est, on monte le son. Bouge pas. Un ou deux mots? Vous m'entendez? Doucement, très faiblement. On va essayer de monter le son. 1, 2, 3, c'est bon? Ah oui, là, c'est bon. Merci beaucoup, la régie. Parfait. Bon, bonjour à toutes et tous. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Je voulais juste peut-être ajouter un petit élément. C'est qu'en fait, là, on a vu des résultats généraux donc, par composante. En fait, j'aurais envie de dire une chose, c'est que c'est aussi, au-delà des grandes composantes, un modèle très pratique. Pratique parce que derrière tout ça, en effet, il y a des pratiques, il y a des choses à faire. Et en fait, quand on regarde dans vos résultats le détail
finalement, si je prends dans le recueil du vécu des patients, moi, je trouve que c'est le plus intéressant encore est ensuite d'aller sur, par exemple, la question, les représentants des usagers participent activement au recueil de l'expérience patient. Voir quel score vous êtes donné là-dessus. L'expérience des patients est recueillie selon les étapes réellement vécues tout au long du parcours. Tout ça, c'est des choses très concrètes. Et ce que je vois, comme il y a différents niveaux de maturité dans les résultats, la très bonne nouvelle, c'est que vous pourriez partager des bonnes pratiques entre vous sur ces différents points. Je pense que l'une des forces de ce modèle, c'est que c'est une base d'échange de bonnes pratiques pour ensemble monter et contribuer à l'évolution de cette maturité collective, on va dire, voilà, dans les Pays de la Loire. Voilà, je vais juste préciser ça, et c'est ça que m'inspirent les résultats. Deuxième chose peut-être quand même, c'est on voit que ce qui est fort, c'est le recueil, l'analyse et l'amélioration, hein, qui est, et c'est quelque chose, un AMA qui ressort souvent. C'est-à-dire qu'on est dans le cœur d'amélioration et que naturellement, vous êtes déjà dans l'amélioration, dans la connexion, voilà, et c'est quelque chose déjà qui est présent dans beaucoup d'établissements, et c'est quelque chose, un AMA qu'on voit quand même assez souvent dans les résultats qu'on recueille du Ouais, modèle. merci Voilà, beaucoup c'est ces Pierre. points que je voulais évoquer. Tu as raison d'insister, on en parlait avec Noémie tout à l'heure, sur la dimension partage de bonnes pratiques, partage d'expériences. Je pense que c'est tout l'enjeu, en plus de le faire à une échelle régionale. Je crois que quand on a démarré ensemble cette initiative, on s'était dit... il y a la phase bien sûr de diagnostic, mais il y a tout ce qu'on va pouvoir collecter à travers ce modèle et ce que ça peut impulser. Donc je pars déjà un petit peu sur ce qu'on va faire en termes de perspective, mais quelque part c'est vraiment ça une des forces, c'est que le faire à une échelle régionale, et j'espère que d'autres régions suivront le pli, c'est de prendre conscience collectivement que vous avez des atouts qui ne sont pas nécessairement les mêmes et que vous pouvez vous influencer positivement pour vous rapprocher de la Lune. Merci beaucoup Pierre, et ça permet de rebondir sur une information. On ne vous a pas stratifié les résultats par statut juridique. Alors tout simplement pour une bonne raison, et unique raison, c'est que l'établissement qui est aligné n'est pas un établissement privé lucratif, n'est pas un établissement public, c'est une association, et que quel que soit le stade où vous êtes, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a de différence. On peut être dans l'ignorance, qu'on soit privé, public ou associatif, ou être dans la mobilisation, l'opérationnalisation, qu'on soit public, associatif ou privé. Donc on voit bien, pour rebondir sur le sujet du partage d'expérience, qu'on est vraiment sur un sujet de partage d'expérience et d'initiative, et pas forcément de profil d'établissement, puisqu'au-delà des statuts juridiques, on est aussi sur un groupe d'établissements. On n'a pas que du MCO, on n'a pas que du SSR, on n'a pas que de l'HAD, on n'a pas que de la maternité. En fait, on a vraiment l'ensemble des profils des établissements. Et ce qui nous permet, on l'échangeait aussi avec Ama tout à l'heure, c'est que par contre, on a un dénominateur commun entre toutes les structures, c'est qu'une des dimensions qui est la moins développée, c'est l'allocation des ressources. Alors, je ne sais pas si tu peux en dire quelques mots. Oui, alors on dit allocation de ressources, là on va toucher tout de suite au nerf de la guerre. D'ailleurs on pense souvent argent. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faudra que je vous parle à un moment donné de la journée, de notre autre journée, la journée annuelle de l'expérience patient le 18 juin, parce qu'on aura une table ronde sur améliorer l'expérience patient, est-il une question d'argent ? Moi je vais tout de suite donner le résultat et puis on verra ce qu'en disent les intervenants qu'on a choisis pour la table ronde. Non, ça n'est pas qu'une question d'argent en tout cas. Par contre, mettre des moyens, à mon avis principalement humains, sur ce sujet, c'est une manière de manifester l'intérêt de l'organisation pour le développer, pour le déployer. Voilà, ne serait-ce que de prendre du temps pour remplir le questionnaire, avoir une discussion autour de ce modèle de maturité. C'est du temps humain que vous avez consacré, mais qui est indispensable au progrès que vous ferez dans le futur. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Effectivement, de manière assez transversale dans les établissements, on note, mais quelque part, ça vient en écho avec ce qu'on a dit sur le fait que assez souvent, la démarche n'est pas encore ancrée sur le plan institutionnel, stratégique, voire de la gouvernance. Et donc, nécessairement, s'il n'apparaît pas dans cette organisation, c'est difficile de lui allouer des moyens. Donc souvent, ça se fait, ce qu'on appelle nous en temps masqué, voilà, des contributeurs volontaires qui prennent un petit peu de leur temps pour faire progresser le sujet. Mais
Ça, on voit bien que ça peut devenir, sur le chemin, un facteur limitant. Et si on veut franchir un cap, il y a un moment donné où il faut que ça devienne une priorité, où on se donne des objectifs, on suit ces objectifs et on voit comment on avance. Donc il y a, je le disais tout à l'heure, un bon équilibre à trouver entre la démarche de terrain opérationnelle et empirique et puis une démarche institutionnelle et stratégique qui doivent se rejoindre pour se mettre en synergie. Oui, bonjour, Chantal Roseau, établissement psychiatrique Loire-Atlantique Nord, Epsilon. J'avais une question par rapport à ce sujet. Effectivement, le statut des usagers, facteur limitant, lorsqu'on a des usagers, aujourd'hui les soins sont essentiellement en ambulatoire. On a des usagers qui n'ont pas de moyens de locomotion et là, par exemple, nous on est en train de réfléchir que certains usagers pourraient venir au service qualité, effectivement, pour analyser avec nous les EI ou un sujet, voilà, sur, par exemple, le livret d'accueil qu'on veut refaire, ben, on souhaiterait qu'un groupe d'usagers participe, qu'on soit dans une co-construction. Et aujourd'hui, là, en tant que responsable, j'ai un facteur limitant parce que voilà, j'ai pas de moyens. Mais même au-delà de ça, c'est en tant qu'établissement sanitaire, la personne, elle est toujours, alors elle reçoit des soins, donc elle est patiente, mais là, elle va venir pas pour son soin à l'hôpital. Donc voilà, je trouve je ne sais pas si ça existe, un arsenal voilà, réglementaire pour pouvoir, parce que les gens, ils veulent bien venir une fois, 2 fois, mais je peux comprendre qu'en tant qu'usager, c'est aussi, nous, quand je parle de route, hein, c'est 1 heure de route hein, pour certains usagers pour venir. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce qu'on avait des choses réglementaires et je ne parle pas des médiateurs de santé pairs qui, eux, sont professionnels de l'établissement et on en a dans l'établissement. Voilà. Alors, très clairement, vous abordez là une question extrêmement concrète, pratique. On parle de collaborer avec les usagers. Comment en pratique on réussit à le faire? Alors, je ne suis pas dans une place aujourd'hui où je pourrais vous parler de l'évolution de la réglementation ou des incitations des politiques publiques pour favoriser cette collaboration, même si on sent bien que c'est dans ce sens-là que les choses sont en train d'évoluer. Cela étant, j'observe que dans les nombreux établissements où je me rends au cours de l'année, interviennent des bénévoles, des patients partenaires, des représentants des usagers, avec toujours, et c'est ça qui les caractérise, hein, une volonté positive de faire évoluer les choses. Alors, est-ce que ça va assez loin par rapport à l'objectif qu'on se donne là? Probablement pas. Il faut trouver d'autres modalités pour l'encourager. Je crois aussi beaucoup que vous parliez de la régularité de la venue, de la récurrence de venue d'un certain nombre de patients qui accepteraient de contribuer. Je pense aussi qu'il faut qu'on invente des manières de faire qui soient économes de leur temps, parce qu'avec cette volonté nouvelle de collaborer avec les usagers, on se rend compte que parfois la charge peut être un peu lourde pour eux. Et moi, j'ai coutume de dire aussi que collaborer peut-être de manière plus ponctuelle, mais avec un plus grand nombre de patients, c'est une autre manière de travailler sur l'expérience des usagers. Vous avez des choses qui peuvent se passer à l'occasion de consultations programmées, pourvu que ce soit anticipé et qu'on puisse avoir des interactions favorables avec les patients. Je sais que certains établissements font ça, c'est-à-dire que quand il y a un rendez-vous de prévu, si on a pu échanger en amont avec le patient, il vient et puis il convertit une part de son temps d'attente en un temps de contribution. Voilà, ça c'est, je trouve, assez innovant parce que les patients sont souvent très frustrés de devoir prendre parfois une demi-journée pour un rendez-vous médical, mais ils ont aussi une aspiration à contribuer. Quand on le leur demande, en tout cas, ils le font souvent très volontiers. Et donc, si on peut utiliser une partie de ce temps, même très ponctuel, pour leur montrer ce qu'on essaye de faire pour revoir les modalités d'accueil, est-ce que ce qu'on envisage, finalement, ça correspond à leurs attentes, ça peut être un élément de progrès. Mais je crois vraiment que vous avez raison. À un moment donné, si on veut franchir un cap, si on veut être dans une vision peut-être plus collaborative, coopérative, avec une variété de contributeurs, il faut trouver des registres, des façons de faire qui soient à la fois économes de leur temps et efficaces
en termes de coopération. Bonjour, Isabelle Laborde, je suis chargée de développement territorial en santé à l'ARS. Une petite question par rapport aux structures qui étaient visées par la campagne. Dans le camembert que vous avez présenté, il y avait 1,8% soins de ville. Quel type de structure était visée dans ces soins de ville? Alors, visées toutes participantes, c'est un centre de santé. Et je crois, Antoine, si je ne me trompe pas, on est sur un seul centre de santé participant. Deux centres de santé. Dans le 85, pour être précis. Excusez-moi parce que ça m'intéresse. Ça veut dire que l'ensemble des... vous avez essayé de viser toutes les structures, l'ensemble des structures d'exercice coordonnées, maisons de santé pluriprofessionnelles, CPTS, etc., centres de santé. Sur la participation, c'est vrai qu'on est passé un peu vite dessus, sur la participation régionale, on est sur 860 structures ciblées. Les 860 structures ciblées, ce sont des structures qui participent aux activités de Calirel. Donc, naturellement, la proportion des professionnels de ville est beaucoup moins élevée que la réalité d'exercice, notamment coordonné en ville. Donc, elle ciblait beaucoup moins de structures coordonnées. Alors, j'ai pas la donnée en tête, mais en tout cas, on ne peut pas dire que l'ensemble des structures coordonnées de la région Pays de la Loire étaient destinataires de cette enquête. Par contre, c'était le cas pour les établissements de santé, puisqu'on a 100% des structures qui participent aux activités de Calirel. Donc là, on avait une exhaustivité de cibles. C'est pour ça qu'on souligne quand même le score intéressant. On a pratiquement un tiers. Donc on voit que la maturité n'est pas au même niveau. Et puis, les structures médico-sociales, on est à peu près à 70% des structures ciblées de la région Pays de la Loire. Et pour lequel on a eu une participation davantage du secteur issu du milieu handicap. Et pour compléter les propos de Noémie, ces deux centres de santé sont rattachés à une structure médico-sociale qui participe beaucoup aux activités de Calirel Santé. Donc elle a participé elle a communiqué en interne via l'ensemble de ces structures associatives, et les deux centres de santé étaient intéressés d'y participer. Mais effectivement, ce n'était pas la cible principale. Oui, paramédicaux. D'autres questions, commentaires? Peut-être pour avoir le regard de l'IFEP, parce que c'est vrai que cette ressource, elle est avant tout, en première intention, pensée pour les structures de type établissement de santé, structure médico-sociale, mais on peut voir que ça fonctionne aussi dans d'autres exercices, notamment en ville. Alors oui, effectivement, ce modèle de maturité a été plutôt imaginé en tenant compte de l'organisation des établissements de santé. Cela étant, l'esprit dans lequel il est fait montre bien que quel que soit le type d'offreur de service, quel que soit le type de structure de santé, on peut être amené à se poser des questions sur ces pratiques d'amélioration, sur ces pratiques d'écoute, sur ces pratiques de prise en compte du vécu des usagers que nous accueillons, et puis également sur ces pratiques de management, parce que aussi bien dans une maison de santé pluridisciplinaire que dans un centre de santé paramédical, on doit se poser des questions sur la manière dont on organise les choses pour que ce vécu des usagers, cette expérience des patients puisse être un axe prioritaire. Donc oui, ça concerne tout le monde de ce point de vue-là. Oui, bonjour. Nelly Lebrec, cadre de santé à la direction qualité patient au centre hospitalier du Mans. Une remarque concernant les questionnaires, si ça peut servir ultérieurement. Nous avons eu des difficultés à recueillir certains questionnaires individuels parce que certains l'ont trouvé compliqué à remplir. Donc je voulais le souligner parce qu'on a quand même eu des patients ressources qui n'ont pas pu répondre au questionnaire. Et par ailleurs, il nous a semblé qu'il manquait une colonne ne sait pas. Parce qu'on a eu beaucoup de professionnels qui pouvaient remplir une partie du questionnaire et pas l'autre, sur le plan du questionnaire individuel en tout cas. Donc ça, je voulais le dire parce qu'en termes de retour, je pense que ça peut être intéressant pour la suite.
Voilà, et une deuxième remarque, je vous rejoins totalement quand vous dites qu'il y a une question de terminologie sur l'expérience patient. Et effectivement, nous, je pense qu'on a encore déjà à commencer par savoir de quoi on parle quand on parle de l'expérience patient. Parce qu'on a beaucoup parlé de la relation avec les usagers, et je pense qu'on est encore au stade où on est relation usagée plutôt qu'expérience patient. Et de par la structuration de notre établissement, en tout cas, dans le recueil du vécu des usagers ou des patients, on est plutôt sur le versant réclamation via la direction de relations avec les usagers, qui n'est pas la même équipe que la direction qualité patient. Donc on a tout un travail, et je pense que la campagne d'évaluation de la maturité nous a déjà permis de prendre conscience de cela, et en ça, de faire évoluer le groupe projet pour essayer d'aller plus vers l'expérience patient que vers le retour des usagers en termes de réclamation ou de questionnaire de satisfaction. Donc je voulais le dire, la campagne permet aussi, même si on est dans le bas de l'échelle, dans les escaliers, là, permet quand même d'évoluer déjà et de prendre conscience. Donc c'est très important pour démarrer quelque chose. Merci beaucoup de nous partager votre retour. Et puis j'ai vu quelques têtes opiner quand vous parliez de la manière de répondre en fait aux questions. Et puis ça fait écho. Je suis très content de ne pas être seul aujourd'hui, d'avoir mes camarades Pierre Dems et Michel Crémades qui soient connectés pour l'entendre, parce que voilà, on a été plusieurs artisans de ce modèle. Et on s'est fait des nœuds au cerveau, pour ne rien vous cacher, sur cette échelle asymétrique, sur les questions qu'on allait poser. Est-ce que ça reflétait vraiment les préoccupations d'aujourd'hui et de demain, parce qu'il faut aussi un petit peu anticiper où on a envie d'être demain. Est-ce qu'on n'allait pas être trop ambitieux en excluant ou en décourageant? Est-ce qu'on n'allait pas être au contraire déjà un petit peu en deçà de la main et quelque part donner un satisfecit à tout le monde qui ne serait pas forcément un moteur de changement? Donc on a eu beaucoup d'interrogations là-dessus. Et puis sur la question du ne sais pas, là aussi on a pas mal débattu pour finir par se dire que entre je ne sais pas et la pratique n'existe pas, finalement la limite est vraiment ténue. Et on a choisi, pour éviter la valeur refuge qu'aurait constitué le je ne sais pas en plusieurs circonstances, laisser cette initiative. Peut-être que ça pourrait s'accompagner d'une recommandation. Si vous ne savez pas, cotez au minimum. Et en tout cas, on a besoin de ce type de retour, parce que c'est dans la pratique qu'on voit si ce qui est affiché là en termes de résultats est vraiment le reflet du diagnostic que vous portez vous-même sur votre établissement, ou est-ce qu'il y a un écart, parce qu'il y a toujours le modèle est une représentation graphique, visuelle, en chiffres d'une réalité. À quel point le modèle lui-même emporte aussi une part de perturbation entre la réalité et la restitution. Ça, c'est important. Je comprends tout à fait. Et le fait, effectivement, qu'il y ait peut-être une recommandation pour savoir qu'en faire, parce que nous, ne sachant pas, et puis on était aussi un peu dans le timing, un peu limité, etc., on a opté pour ne pas saisir les questionnaires sur lesquels on avait très peu de réponses. Okay. Donc au niveau des questionnaires individuels, on n'a pas eu le nombre attendu. Ok, c'est noté. Très bien. Votre deuxième question, enfin qui n'était pas une question d'ailleurs, qui était plutôt une remarque, moi je vais également dans votre sens, mais peut-être s'ils sont encore là, je peux laisser Pierre réagir à ce que vous disiez. Il aura peut-être d'autres commentaires que les miens. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? En fait, on entend très très peu, je sais pas toi Michel, mais on entend très très peu les questions et tout ça. Donc j'arrive à entendre quand toi tu parles Lama, mais par contre je n'ai pas entendu le... D'accord, alors juste en deux mots, étaient exprimées les difficultés qu'ont pu avoir certains établissements à remplir, et notamment il y avait la question du qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Parce qu'il n'y a pas de case, je ne sais pas, et donc c'est pas évident de trancher cette... Je pense que tu as résumé là-dessus, Ama, en effet, c'est un sujet avec Michel et toi qu'on a bien évoqué en faisant ce choix, à date en tout cas, de se dire que
En fait, encore une fois, si on revient à cette notion que c'est finalement, ce sont des pratiques et des perceptions sur la mise en place de pratiques. Bah, quelque part, si on ne sait pas, il y a différentes raisons. C'est soit que la pratique n'existe pas, c'est une première chose, ou c'est que la pratique n'est pas venue jusqu'à moi. Et dans les deux cas, de toute façon, elle n'est donc pas mise en œuvre à mon niveau. Donc en gros, voilà, je pense que ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fois la pratique, elle soit présente, mais aussi qu'elle soit connue. Donc voilà, je pense, d'où le choix de faire ce ne sais pas. Une chose que j'ai bien notée également, voilà, c'était sur de bien aller, ça je l'avais entendu, sur la partie de quoi on parle. Hein, et c'est vrai que c'est une remarque qu'on a déjà eue. C'est vrai que suivant finalement le niveau de connaissance qu'on peut avoir sur ce sujet de l'expérience patient, alors on a essayé de le faire voilà, le plus pédagogique possible et simple possible, mais c'est vrai qu'un un petit bloc d'introduction sur ce qui donne un cadre général à l'expérience patient pourrait peut-être faciliter, je dirais, la réponse finalement aux différentes questions. Donc c'était aussi un point qu'on avait évoqué, si je ne me trompe, Amar. Oui, tout à fait. Merci Pierre. Et puis effectivement, il y avait la question des interlocuteurs. Est-ce qu'on est en relation avec les usagers? Est-ce que la qualité s'empare de ce sujet? En fait, on voit toutes sortes de schémas dans les établissements et avec de plus en plus d'ailleurs de directions de l'expérience patient qui se créent ad hoc. Alors, comment elle coopère avec les directions existantes de la qualité, de la relation avec les usagers, ou comment elle intègre finalement un spectre plus large, mais je crois que c'est... Bon, nous, on n'est pas forcément demandeur ou prescripteur d'une direction de l'expérience patient organique dans les structures, parce que, voilà, dans mon passé professionnel, j'ai vu émerger, en fait, les directions qualité dans les établissements, avec leurs avantages, parce que le sujet a pris de la visibilité, mais leurs inconvénients aussi. L'idée que finalement la qualité c'était l'affaire des qualiticiens et qu'on allait très bien se débrouiller avec notre accréditation, notre certification aujourd'hui parce que nos qualiticiens allaient s'en occuper tout seuls dans leur coin. Bon, ça, c'est typiquement ce qu'on a envie d'éviter avec le sujet de l'expérience patient. On préfère qu'il y ait des comités transversaux d'expérience patient qui s'occupent avec plusieurs couches de collaborateurs, avec plusieurs services de ce sujet, plutôt que d'avoir une direction qui ferait le travail toute seule dans son coin. Donc vraiment, quand on évoquait tout à l'heure les enjeux de gouvernance et de stratégie, il faut aussi penser la manière de coopérer pour que ce sujet, qui est encore une fois transversal et intégrateur, puisse toucher non seulement un maximum de personnel de l'établissement, c'est comme ça que ça s'ancre dans la culture, mais à la fin, et Pierre, tu le disais aussi, ça doit se manifester d'une manière ou d'une autre dans la vie des usagers que vous accueillez, dans la vie des patients que vous accueillez. Et pour ça, effectivement, ça ne peut pas être enfermé dans une direction ou dans un service. Et si je peux me permettre simplement de compléter une petite chose, Ama, en fait, ce qui peut être très intéressant naturellement, hein, vous avez chacun vos résultats par établissement. Toute la question après, c'est je regarde mes résultats, je vois finalement où c'est plus élevé, moins élevé, ainsi de suite. Après, la question, c'est de se dire, c'est quoi les 3 premières pratiques que j'ai envie de mettre dans mon établissement? Et ça, en fait, ça part finalement, je dirais, de se dire, est-ce que finalement, on doit partir dans l'évaluation tout de suite? Est-ce qu'on doit améliorer le recueil? Est-ce que, voilà. J'aurais juste envie de donner, mais voilà, bien sûr, on retrouve le CIAMA, mais voilà une petite recommandation. Quoi qu'il en soit, et ça fera le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, mettez des éléments en priorité sur l'aspect recueil et amélioration. C'est vraiment le cœur. Tu le dis, si ça ne change pas la vie des patients, des proches et des équipes, c'est pas utile, quoi. Il faut que ça change la vie. Pour que ça change la vie, à un moment, il faut aller dans l'amélioration. Donc attention de ne pas aller que sur des éléments d'amélioration, de management au sens, je dirais, d'implication de la gouvernance, de stratégie, de communication. Hein. Donc si on ne fait que ça, on ne change pas la vie des patients et des proches. Donc voilà, arriver à trouver un bon mix entre des actions concrètes qui vont démontrer qu'on change vraiment des choses et des actions un peu plus moyen terme qui vont permettre de pérenniser tout ça dans l'établissement. Donc c'est ces choix à faire.
pour donner vie finalement à cette démarche et augmenter le niveau de maturité. Merci. Alors, Rama, tu as soulevé une question qui serait peut-être intéressante de poser aux participants à la campagne. Parmi les participants de la campagne, est-ce que vous avez été très étonnés de vos résultats, ou est-ce que vos résultats étaient à l'image de ce que vous étiez fait comme niveau de maturité en matière d'animation d'expérience patient? On peut peut-être faire un petit truc à main levée. Ouais. Qui a trouvé que ces résultats étaient assez en adéquation avec sa perception du niveau de maturité? Ouais, en sachant qu'on a des structures on a des membres de CALIREL, et qui a trouvé que c'était complètement en décalage avec sa perception? Assez en décalage. Ou un petit peu en décalage. Voilà. Ça reflète aussi l'expérience de la certification des établissements de santé. Parce qu'on parle uniquement très souvent de l'expérience patient. Ah, Loïc Jamoto, représentant des usagers dans les structures en Mayenne. Voilà. Oui, voilà, l'expérience patient, on en parle à toutes les certifications, on met l'accent sur ce phénomène, et on met l'accent sur la représentation des usagers dans l'approche de l'expérience patient. Ou tout à l'heure, quand vous parliez du questionnaire, où je vous dis un peu frustré, moi, représentant des usagers, c'est de ne pas avoir isolé à un moment donné les représentants des usagers, l'expérience qu'ils avaient dans leur établissement de cette expérience patient, comment ils la vivaient et comment ils pensaient l'améliorer. Et qu'on aurait eu les RU d'un côté, les soignants d'un côté et la gouvernance de l'autre. Dire comme ça et faire un panachage après, parce que ce qui m'a un peu frustré, c'est quand a fallu colliger l'expérience ensemble. Je dis oui, mais on a notre propre expérience, nous les RU, notre perception elle est là, et si on veut recueillir notre avis, il est isolé, il est mis dans le noyau, dans tout quoi. Mais globalement. Alors, oui, merci beaucoup de ce retour, parce que ça, c'est un point sur lequel on n'est pas trop revenu. Dans la démarche prescrite, il y avait cette idée que plusieurs acteurs au sein de l'établissement allaient faire d'abord leur propre autodiagnostic, et puis qu'on allait se mettre ensemble pour discuter de nos perceptions communes. Et effectivement, avec CALIREL, nous, on a plutôt été destinataires de l'agrégat, on va dire. Donc oui, c'est peut-être frustrant quand vous voyez aujourd'hui vos résultats ou quand vous les voyez seulement de manière agrégée, mais quand même, la démarche, le chemin est important. Et s'il y a eu des différences significatives entre les différentes parties prenantes au sein de l'établissement, il faut les conserver comme étant un élément d'information, un enseignement. Et typiquement, si pour les besoins de l'enquête, nous, on s'est contenté du niveau agrégé, ça ne veut pas dire qu'au niveau de votre établissement, vous ne devez pas tenir compte des différences de perception qui existent. Déjà, elles peuvent exister entre, j'en sais rien, la direction des soins et la direction qualité, par exemple. Elles peuvent exister entre les directions et les représentants des usagers. Et à chaque fois, il y a un enseignement à tirer de ces écarts. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut pas vous en tenir à notre discussion d'aujourd'hui qui est à un niveau peut-être méso ou macro, mais la discussion micro, et on a souhaité, on a demandé à ce que on se mette pas d'emblée dans une salle pour discuter ensemble de notre perception, parce qu'on s'influence les uns les autres, mais qu'il y ait d'abord un travail plutôt à l'échelle individuelle avant la mise en commun. Et il ne faut pas l'oublier, ça a beaucoup d'intérêt, et je pense que vous avez raison de dire que on n'a pas exactement le même regard. Pierre disait tout à l'heure, si certaines pratiques ne sont pas venues jusqu'à nous, c'est aussi un enjeu dont on doit parler. Donc, quand vous êtes dans votre rôle de représentant des usagers, vous avez une vision transversale sur un certain nombre de sujets, mais peut-être pas sur tous.
Et c'est une manière de manifester le fait qu'il y a des choses que vous ne voyez pas à l'échelle de ce qui peut être entrepris en termes d'expérience patient dans l'établissement. Et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Vous pouvez travailler. Et si je peux me permettre, Ama, en fait, faut jamais oublier, d'ailleurs, je ne sais pas si Michel sera d'accord avec moi, mais quel que soit le sondage, parce qu'en fait, après, on a un truc devant nous, on a 4 cases, on met une petite croix. Hein. Une petite croix, ça reste toujours une petite croix. Ça donne une indication pour échanger ensemble. C'est bien ça le sujet. Hein, donc, il ne faut pas se limiter aux petites croix. Les petites croix, c'est une base pour ensuite créer la discussion et mettre le sujet sur la table. Et ensuite pouvoir agir sur les bons leviers, sur les bonnes composantes. Mais voilà, il faut en effet surtout pas en rester aux petites croix. Merci. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre. C'est un outil, c'est un prétexte, c'est une occasion hein, pour communiquer, pour échanger ses ressentis et trouver une voie commune dans l'action. Tout à fait. Merci Michel. Voilà, vous découvrez la voix caractéristique du troisième contributeur qu'on a invité à la visio de l'IFEP, donc Michel Crémadez, qui est un spécialiste des questions d'organisation et qui est à l'origine de l'IFEP. C'est un des membres fondateurs également. Donc effectivement, je pense que tu as raison de souligner ce point, Michel. On va prendre une dernière question. Merci. Monique Sandrin, représentante des usagers au Confluent à Nantes. Je voulais rebondir sur ce que dit mon confrère représentant des usagers. C'est vrai qu'il y a pu y avoir une frustration au début. Et s'il n'y avait pas eu la séance commune, je pense que cette frustration aurait été une compilation simplement de croix et que ça aurait été terriblement contre-productif. Moi, j'ai beaucoup apprécié la réunion de concertation. D'abord, on s'est aperçu qu'on n'interprétait pas les items de la même façon. Et ça a été un gros problème. Hein. Ça a pris du temps. On avait des regards différents. Et du coup, ça m'interpelle sur la façon dont ça a été construit. Et je voulais savoir, puisqu'on parle d'expérience patient, si dans la construction, vous aviez associé, au moins en relecture, un patient, un usager, un professionnel de santé, je pense que c'est fait, mais j'ai trouvé que c'était parfois un peu abstrait au niveau des concepts et tout seul sur son ordinateur pour remplir, c'est vrai que moi j'ai failli ne pas le faire. Ah ouais. Alors je comprends complètement et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de vos retours. Oui, notre logique c'est bien sûr de construire des outils, mais ensuite d'aller les tester en conditions réelles sur le terrain. Et il y a des établissements et donc des représentants des usagers qui ont la possibilité de le tester aussi. On voit bien en fait que c'est un travail d'équipe et j'apprécie ce que vous dites par rapport à cette réunion de concertation parce que c'était ça en fait l'enjeu. L'enjeu c'était de se dire que le modèle il sert à quoi? Il sert à susciter des discussions sur la vision qu'on peut avoir du chemin à parcourir. Et vraiment, alors les questions de perception, de vocabulaire, etc., elles se posent quoi qu'il arrive, et c'est un vrai chemin de croix d'essayer de trouver le bon équilibre entre le jargon professionnel et puis mais bon qui fait partie aussi oui, qui fait partie de la démarche, ou plutôt qui fait partie des habitudes de travail, on va dire, d'un certain nombre de professionnels, et de plus en plus de celles des représentants des usagers, et puis de rester et de garder la démarche à une échelle concrète. Et bon, c'est ça qu'on cherche à faire. Voilà, l'outil va continuer d'évoluer, de progresser. C'est aussi pour ça, vous voyez, qu'on mobilise toute l'équipe pour essayer d'avoir un maximum de feedback de votre part aussi là-dessus. Parce que notre souhait, c'est que ce modèle, pour pouvoir inspirer d'autres établissements, d'autres régions, il se perfectionne au fur et à mesure de son utilisation. Mais gardez bien à l'esprit que dans la démarche, ce temps d'échange, c'est un élément clé pour votre établissement. Et même si on ne lui fait pas une très grande part aujourd'hui dans notre discussion, c'est ça qui va, pour la suite de votre démarche d'établissement, vous aider à avancer. Nous, ça nous a déjà permis de trouver des pistes d'action concrètes. Et je pense que, avec Stéphanie, c'est ce qu'on cherchait.
Et donc il y a une vraie utilité. Mais ça part d'une vraie frustration. Il y a un vrai boulot, quoi. Je trouve ce retour très, très intéressant parce qu'on voit notre formatage à une démarche évaluative. Alors que cette campagne, elle n'a jamais été intitulée campagne d'évaluation. C'est une campagne animer sa démarche expérience passion. Et on avait pris beaucoup de temps à prendre les précautions de dire attention, c'est vraiment une mise en débat du regard de chacun, de pouvoir parler du sujet et de pouvoir collectivement positionner un curseur. Et malgré tout, donc je trouve ça assez intéressant parce que dans la démarche, il faudra encore qu'on réinsiste sur le fait que c'est davantage un outil prétexte pour parler du sujet et du coup de se mettre en ordre de marche qu'un outil qui va réellement vous positionner dans une, on va dire, dans une graduation stricte. Et c'est tout l'enjeu de la mise en mouvement et de ce groupe projet qui, quelque part, le groupe projet que vous avez mis pour la démarche de la campagne, animer sa démarche d'expérience patient, pourrait être votre groupe expérience patient institutionnel pour faire vivre le plan d'action à la suite. Et comme tu le disais très bien, de l'ouvrir et du coup de sortir d'une vision peut-être trop usagée du sujet, mais vraiment transversale, qualité des soins, sécurité des patients et qu'embarque l'ensemble des acteurs. Si je peux me permettre, pardon. Je peux me permettre juste une demi-seconde ou pas? C'est pas le temps, bien sûr. Pas, ou... Oui. Simplement, en fait, je voulais donner l'exemple parce que là, on parle de réunion de concertation. Quelque part, à AMA, quand on l'utilise dans un établissement spécifique, qui est dans le cadre d'une démarche, il y a la mise en place d'un comité expérience patient. Ce comité expérience patient est composé autant, je dirais, de responsables de pôle, de responsables de service, d'infirmières, de médecins, de brancardiers, de personnes de l'aspect administratif. En l'occurrence, des RU ou carrément le patron de la CDU. On va également avoir des patients partenaires qui sont présents dans le comité. Et les résultats, finalement, voilà, c'est une source pour ce comité expérience patient pour travailler, faire des priorités, savoir où on va, et pas pour une fois. Ça devient quelque chose qui, je dirais, est inspirant pour identifier, comme c'est un des rôles de ce comité expérience patient, c'est ensuite de dire, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quelles pratiques on met en place pour justement que notre démarche voilà, devienne concrète et un impact, encore une fois, auprès des patients, des proches et des équipes. Voilà, donc en gros, juste pour dire qu'en effet, cet aspect d'un collectif qui le prend, et souvent, je dirais différentes façons de faire, mais on va faire le sondage auprès autant de l'ensemble des responsables de service, des responsables de pôle, d'autres responsables, et également voilà, du comité en soi. Donc en gros, voilà, donc c'est vraiment la prise en main au sein de l'établissement par un collectif transversal et naturellement totalement essentiel. Voilà, je voulais juste renforcer encore là-dessus. Merci. Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce qui était dit, Noémie, sur le groupe projet qui pouvait devenir un groupe institutionnel et faire le lien avec ce que vous avez mis en exergue tout à l'heure sur le côté déjà améliorer les pratiques et faire le lien avec le pratico-pratique, si on peut dire ça comme ça. C'est que l'une des actions qui a émané du groupe projet, ça a été justement une première action. Ce qui a été en conclusion du groupe projet, c'est que le groupe devienne le groupe institutionnel et réfléchir à sa nouvelle composition du fait qu'on voulait qu'il évolue vers le groupe institutionnel expérience patient. Donc ça rejoint totalement ce qui a été dit à l'instant. Merci, c'est déjà un premier retour d'expérience à se partager, c'est cette transformation qui est possible. Et puis je souligne aussi ce que tu as dit, c'est la prise de conscience. C'est vrai que la première marche, c'est ignore, mais peut-être que la première marche, c'est prends conscience. Peut-être, parce que c'est vrai que déjà, de rentrer dans la démarche, c'est déjà prendre conscience que c'est un sujet. Donc je vais laisser la parole à Antoine, parce qu'on s'est essayé à l'exercice de regarder si vraiment ce sujet de l'expérience patient, on le retrouvait dans les rapports de certification des établissements de la région Pays de la Loire, et s'il y avait une synergie, si on trouvait du lien. Et vous allez voir que c'est assez intéressant,
et ça nous oblige aussi à nous mettre en perspective des futures exigences à venir en 2026 sur la thématique de l'expérience patient. Donc je laisse tout de suite la parole à Antoine. Merci Noémie. Donc effectivement, pour faire une mise en perspective avec la certification, au niveau de Quelle-IRL Santé, on récupère l'ensemble des rapports de certification qui sont disponibles sur le site de la HAS et on en fait notre propre lecture à travers notre grille de lecture. Et pour l'instant, donc au 14 mai 2024, on a 66 décisions qui ont été émises par la commission de certification de la Haute Autorité de Santé. Et comme je vous disais, on en fait une analyse qualitative, on a élaboré des mots-clés qu'on rattache aux anomalies, etc. Et dans cette lecture des rapports de certification, on repère des signaux, des dysfonctionnements qui vont pouvoir alimenter nos projets, nos activités, et notamment cette notion d'expérience patient, enfin, ce séminaire d'aujourd'hui et la campagne qu'on vous a proposé est notamment issu des rapports de certification des établissements de santé. Et juste à gauche, il y a une petite infographie, c'est-à-dire que tous les ans, on publie en janvier le bilan de la certification de l'année précédente. Voilà, donc si vous voulez les résultats complets sur l'ensemble des thématiques, c'est disponible sur notre site. Et comme le disait Noémie, il y a quand même une cohérence entre les résultats de la campagne qu'on vous a proposé et puis les rapports de certification de la région. Et sur les 66 décisions qu'il y a eu au 14 mai 2024, il y a 42 rapports de certification qui font état de cette notion d'expérience patient. Donc on a 63% des rapports en Pays de la Loire pointe, mentionne des axes d'amélioration sur l'expérience patient. Donc on est vraiment sur 2 tiers. Et sur ces 42 établissements, on a identifié 68 points d'amélioration, ce qui veut dire que il y a un établissement qui a 1 point d'amélioration, 2, 3, 4. Et sur ces 88 points d'amélioration, on retrouve la moitié sur le chapitre 3, donc qui est comment l'établissement est piloté, managé. Ce qu'on retrouve avec le diagramme, enfin le radar que Guillaume a présenté tout à l'heure, où la partie gouvernance était beaucoup plus restreinte que la partie opérationnelle dans les services. On a 30% des dysfonctionnements qui sont sur le chapitre 2, les équipes, et on a seulement 17% sur le chapitre 1. Alors le chapitre 1, c'est plutôt le côté informatif, est-ce que les patients sont informés qu'ils peuvent donner leur expérience, etc. Est-ce qu'on peut, comme le disait Noémie, déjà en version, enfin dans le cadre de la 5e itération, l'expérience patient était déjà promue par la Haute Autorité de Santé, et la HAS est en train de réfléchir à sa 6e itération, parce qu'on arrive en bout du cycle, avec une mise en œuvre au 1er janvier 2026. Et donc la HAS commence à réfléchir aux thématiques qu'elle souhaite promouvoir et mettre en évidence dans cette future certification sur la 6e itération. Et l'expérience patient est quelque chose qui va continuer à être promu par la HAS et regardé de manière spécifique par les experts visiteurs pendant la visite de certification. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'on avait un calendrier un peu restreint pour vous proposer cette campagne, c'est qu'on voulait également se caler dans le futur référentiel 2026 qui va mettre encore plus en avant l'expérience patient. Et donc on s'est dit, 2 ans avant, c'était bien de proposer cette campagne pour que les établissements puissent, comme le disait Noémie et comme vous le disiez, alimenter cette réflexion et porter ce sujet, quel que soit le résultat final en fait. Et on a fait ressortir les trois écarts qui nous paraissaient les plus importants sur les 41 points d'amélioration. On a 19 défauts d'amélioration sur le recueil. Voilà, les soignants, les professionnels ne sont pas encore dans cette notion de je vais aller vers le patient pour recueillir son expérience. Donc cet après-midi, on a l'expérience belge qui est un outil justement pour que les soignants puissent au quotidien recueillir cette expérience patient. Le deuxième point, l'établissement a recueilli l'expérience patient et il ne sait pas trop quoi en faire. Donc il y a des défauts qui apparaissent sur comment on peut prendre en compte cette expérience patient et comment on peut la valoriser avec les usagers et avec les soignants. Et le dernier point qui est autour de 10, défaut de structuration d'une démarche de recueil de l'expérience patient.
Donc effectivement, ce qu'on ressort des rapports de certification depuis la nouvelle itération, c'est que l'expérience patient, c'est quelque chose qui prend de la place et les établissements commencent à y réfléchir, mais ils n'ont pas encore atteint le stade, les attendus que demande la Haute Autorité de Santé via son rapport via son manuel de certification. Donc voilà le lien avec la certification. On va vous proposer de continuer les échanges autour du buffet cocktail déjeunatoire, donc qui se trouve au même niveau. Donc on est tous à disposition pour échanger ensemble. Et puis on se donne rendez-vous à 13h30 pour commencer commencer sur un atelier de partage de vos expériences.